Face à l'expert avec Universiapolis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission Face à l'expert. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un acteur clé de l'écosystème éducatif de la région, Sousmessa Universiapolis, un établissement universitaire privé qui s'est imposé comme un véritable levier de formation, d'innovation et de rayonnement régional. Ensemble, nous allons aborder les défis et les perspectives de l'enseignement supérieur dans la région à l'heure de la digitalisation, de la mobilité étudiante et de l'adéquation avec le marché de l'emploi. Et pour cela, nous sommes heureux d'accueillir Dr Ilyes Mejdoline, vice-président aux affaires académiques Universiapolis, que je remercie chaleureusement pour sa présence et d'avoir accepté qu'on soit là, ici, parmi vous, à Universiapolis. C'est moi qui vous remercie, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Alors justement, on va faire une petite, je dirais, une petite introduction pour bien situer nos auditeurs qui sont là, en train de nous suivre. J'aimerais bien que vous nous présentiez brièvement Universiapolis et son rôle dans le paysage universitaire dans la région Sousmessa. Pour présenter Universiapolis, d'abord, c'est une université composée de 5 établissements qui couvrent les principaux domaines de l'enseignement supérieur, les sciences de gestion, les sciences de l'ingénieur, les sciences de la santé, les sciences humaines, droit et de droit. Et également un établissement qui a une orientation très professionnalisante qui est dans l'hôtellerie. Universiapolis, c'est également une université qui a 35 ans d'histoire. Et sur ces 35 ans, elle a développé une communauté étudiante très importante. C'est 3800 étudiants, dont 1000 étudiants viennent de toutes les régions du royaume et 500 étudiants viennent de 20 pays étrangers. Durant cet historique, le rôle qu'a joué Universiapolis dans la région ne s'est pas limité au rôle classique de formation et de recherche, mais également s'est étendu pour couvrir d'autres rôles que l'université a pris de manière volontariste, le rôle social et associatif, puisque l'université a créé une fondation dès 1998 qui a accompagné plus de 98 000 femmes dans le milieu rural dans leur processus d'alphabétisation. Ça a touché 800 douars sur l'ensemble du territoire et cette fondation, par la suite, s'est développée aussi dans le soutien des bacheliers qui ont un excellent niveau académique et qui proviennent de familles défavorisées pour intégrer un enseignement de qualité. Également, au-delà du rôle académique, social, l'université a joué un rôle dans la région depuis très longtemps en animant la région sur le plan entrepreneurial, sur le plan culturel et sur le plan sportif. Chaque année, nous organisons un ensemble d'événements dans ces 3 orientations. Et pour finir, c'est une université qui porte bien son nom, l'université internationale, puisque, comme je l'ai dit, il y a une diversité de nationalités des étudiants. Il y a également une diversité du corps professoral. Nous recevons chaque année une cinquantaine d'enseignants d'une dizaine de nationalités différentes et un ancrage dans les réseaux internationaux qui est très très fort. Nous sommes partenaires de plusieurs universités sur les 5 continents et également membres de plusieurs réseaux universitaires internationaux. Justement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y a vraiment un grand tableau à l'entrée où il y a tous les partenaires qui sont là, présents. C'est des partenariats avec des établissements justement internationaux. Et si on parle d'un point de vue global, comment vous évaluez le développement, je dirais, de l'enseignement supérieur dans la région Sousmessa, parce qu'on est là chez vous à Sousmessa. Je dirais, au cours de ces dernières années, certes, vous êtes là, ça fait des années, vous avez parlé d'une trentaine, quarantaine d'années, mais ces dernières années, comment vous évaluez justement ce développement? Alors, globalement, l'enseignement supérieur au Maroc est un enseignement qui s'est développé dans la diversification de l'offre de formation. Et dans la région, on n'a pas fait exception. Donc, on a diversifié l'offre de formation, sachant que les 2 universités pionnières de la région, à savoir l'Université publique Ibn Manzour et Universiapolis, touchent un territoire qui est très très large.
Nous sommes la première université reconnue sur la moitié du territoire national, c'est-à-dire de la ville d'Agadir jusqu'à la frontière avec la Mauritanie. Nous avons une présence sur la ville de Laayoune avec une annexe. On a été la première université privée à ouvrir une annexe dans la région de Laayoune. Donc il y a une évolution qui est importante et une évolution aussi du secteur privé qui est importante. Et sur la région, Universiapolis, c'est 95% des étudiants inscrits dans l'enseignement privé, comme j'ai dit, sur la région Souss-Massa, la région Gulmi-Mouadnoun, la région Laayoune Saqiya Hamra et la région Dakhla Oued Dahab Rioni. Nous avons 95% de l'effectif de toutes ces régions réunies. Ces régions et aussi hors périmètre. Et hors périmètre, nous avons, comme j'ai dit, 1000 étudiants qui proviennent des 12 régions du royaume. On a des étudiants de Oujda, des étudiants de Tétouan, de Tanger. Donc, mais quand je dis 95%, c'est que quand vous regardez le nombre d'étudiants inscrits dans les établissements de toute la moitié du Maroc, la moitié sud du Maroc, eh bien 95% des étudiants dans le privé ont choisi Universiapolis. Un nombre important, extraordinaire. Quels sont aujourd'hui, justement, avec cette panoplie, je dirais, de formation et aussi ces étudiants qui viennent des 12 régions du royaume, quels sont aujourd'hui les principaux défis que rencontrent les étudiants de la région pour accéder à un enseignement, je dirais, supérieur de qualité? Alors, moi, je pense que globalement, l'accès à l'enseignement supérieur n'est pas une problématique en soi. Aujourd'hui, le Maroc, chaque année, fait ressortir 350 000 bacheliers. Et dans les 350 000 bacheliers, il y a à peu près 300 000 qui vont dans l'enseignement supérieur public et 20 000 qui choisissent l'enseignement supérieur privé. Alors 20 000, ce n'est toujours pas les ambitions du gouvernement, puisque l'objectif a été depuis plusieurs années d'atteindre 20%. Aujourd'hui, nous sommes à 9,4%, ce qui nous met face à la difficulté d'accès à l'enseignement privé en matière de mécanismes de financement et de bourses et d'aides aux familles qui ont des revenus moyens ou des revenus défavorisés. C'est principalement le défi. Justement, les formations que vous proposez aujourd'hui, parce que vous avez parlé d'objectifs de gouvernement et objectifs, je dirais, Universiapolis aussi pour couvrir cette demande. Les formations que vous proposez sont-elles, je dirais, en phase avec les besoins du marché de l'emploi national et régional, et notamment dans les secteurs, je dirais, aujourd'hui porteurs? Alors, l'alignement avec les besoins de l'environnement économique est là deux dimensions. D'abord, un alignement métier. Est-ce qu'on arrive à accompagner les métiers qui émergent, les métiers qui évoluent? Et la deuxième dimension, c'est l'adéquation entre les compétences auxquelles nous formons et les compétences recherchées sur le marché du travail. Sur le premier volet, l'alignement sur les métiers, on a toujours été dans une vision proactive. On regarde les grands chantiers du royaume et on essaie d'anticiper. Quand il y avait en 2004 l'initiative 10 000 ingénieurs par an, on a créé l'école d'ingénieurs en ciblant les filières où il y avait des besoins sur le marché. Quand il y avait le plan Azur, on a créé une école hôtelière qui est capable de répondre à une demande particulière des cadres gestionnaires dans le milieu hôtelier et touristique. Quand il y avait de grands chantiers que le roi, que Dieu l'assiste, a lancé pour la généralisation des accès aux soins et de la couverture sociale, nous avons lancé la faculté des sciences de la santé. Vous êtes en adaptation. Voilà, on est en adaptation avec les secteurs stratégiques. Deuxième défi, c'est en termes de compétences. Là, ça demande beaucoup plus d'agilité parce que le monde de l'industrie évolue beaucoup plus vite que le monde universitaire partout dans le monde. Et donc, le vecteur sur lequel nous essayons d'agir, c'est cette proximité quotidienne avec l'écosystème. C'est de ne pas se laisser dépasser par les évolutions que connaît le monde du travail. Et donc, ces échanges réguliers, et avoir une dynamique d'échange, une synergie qui nous alimente des besoins de manière assez agile. Justement, comment, je dirais, parce qu'on est dans une ère de digitalisation, pour être en phase, comment vous intégrez les outils, je dirais, numériques
l'innovation pédagogique aussi, ou encore l'intelligence artificielle qui aujourd'hui, je dirais, le nerf de la guerre. Elle est là, elle existe dans vos parcours académiques. Alors, le numérique, il a également différentes dimensions quand on veut l'intégrer dans le milieu universitaire. Il y a une dimension d'abord service numérique aux étudiants. Et là-dessus, nous avons développé au sein de l'université un système qui a permis de digitaliser tous les processus administratifs pédagogiques qui facilite l'accès à l'administration, entre guillemets, l'administration électronique aux étudiants. La deuxième facette, elle est plutôt pédagogique et elle est liée aux compétences numériques. Depuis très longtemps, dans nos programmes de formation, on essaie toujours de doter les étudiants des logiciels qui étaient complémentaires. C'est-à-dire que quand on forme un financier, on ne va pas le former que sur les principes de la finance, mais on va le former également sur les logiciels que le monde de travail utilise dans le monde financier pour être en phase. Quand on forme un ingénieur en mécanique, il ne va pas être formé que sur les calculs de structure, la résistance de matériaux ou autres. Il va également être formé sur tous les logiciels de conception, de simulation, etc. Donc, c'est bien intégré dans nos dispositifs de formation. L'innovation pédagogique, l'enseignement supérieur a toujours eu du retard sur l'innovation pédagogique par rapport à l'enseignement secondaire et fondamental. Nous, quand on a démarré il y a plus de 30 ans, la particularité était d'arriver sur le marché marocain avec une pédagogie qui est complètement différente, qui était inspirée des pratiques pédagogiques nord-américaines. Et depuis, nous avons diversifié nos pratiques pédagogiques. On est sur de la pédagogie par projet, de la pédagogie par problème, de la pédagogie expérientielle. Et la pédagogie expérientielle, par exemple, quand on veut former un étudiant à entreprendre, on ne va pas lui donner que des cours sur l'entrepreneuriat, mais on va lui dire La théorie. voilà, pas que de la théorie. Bien sûr, c'est plus facile de faire un TP de chimie, mais que de faire un TP d'entrepreneuriat, c'est difficilement envisageable. C'est toute une ingénierie. Voilà, c'est toute une ingénierie. C'est le choix de la pédagogie expérientielle où on fait vivre l'étudiant une expérience entrepreneuriale. Et là-dessus, on organise le premier et le plus grand salon de l'étudiant entrepreneur qui s'appelle FICRA depuis une dizaine d'années maintenant, où l'étudiant, il est dans la casquette d'un entrepreneur, il est en immersion, il voit les acteurs de l'écosystème, il défend son projet et son produit. Et déjà être là, je dirais, dans Media Lab, Universiapolis, on est en train d'enregistrer justement dans vos locaux, mais aussi avec votre matériel qui est, je dirais, bien au-delà de notre imagination. Et les étudiants s'en servent aussi pour réaliser tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux d'Universiapolis. Il y a aussi le sujet de l'IA, très important pour que je ne l'oublie pas. L'IA, nous avons travaillé sur 2 orientations. D'abord, tout le monde sait que l'IA générative a boosté un certain nombre de pratiques et les étudiants ne sont pas dépassés par ça. Donc, ils sont plus en avance parfois même que les acteurs pédagogiques. Là-dessus, on essaie de voir comment l'IA peut améliorer la performance des étudiants. Comment un étudiant peut sortir sur le marché en intégrant l'IA comme outil de performance. Ça, c'est un premier volet sur lequel on travaille. Deuxième volet, c'est de ne pas être que consommateur de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, cette révolution de l'IA que connaît le monde, chaque pays doit se positionner aussi comme contributeur, comme producteur d'intelligence artificielle. Et là-dessus, nous avons fait le choix, dans une de nos filières, d'avoir une orientation intelligence artificielle et big data, dans laquelle on forme des étudiants à développer des systèmes experts et des intelligences artificielles. Très bien, extraordinaire. On va parler aussi d'attractivité de la région. Et je voudrais savoir comment vous, Universiapolis, comment rendre, je dirais, la région, tous Messa, plus attractive pour les étudiants, y compris ceux venant de d'autres régions et de l'international aussi. Alors, la région, par sa nature, elle est déjà dotée d'un certain nombre d'atouts, des atouts naturels. C'est une belle région où il y a tout, il y a la plage, il y a la montagne, il y a un certain nombre d'atouts naturels. C'est une région dynamique économiquement, avec une diversité économique, l'agriculture, le tourisme, la pêche, aujourd'hui l'industrie.
les nouvelles technologies, les ports. Et c'est une région qui également a de belles infrastructures. Aujourd'hui, la ville d'Agadir, si on la prend comme exemple, est une ville qui a fait beaucoup d'évolutions dans le cadre de programmes de requalification urbaine lancés par Sa Majesté en 2020. Alors, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est aujourd'hui, il y a des chantiers qui sont déjà ouverts. Un étudiant, dans son quotidien, il n'y a pas que l'environnement économique, l'environnement naturel, etc. Il y a une offre de formation très diversifiée, ça j'ai oublié de le dire, mais dans son quotidien, c'est la mobilité, c'est le transport, c'est une offre de logement adaptée, etc. On espère qu'avec l'ouverture de la ligne Busway prochainement, les étudiants vont trouver un confort supplémentaire dans leur mobilité, ce qui va rendre la ville plus attractive pour des étudiants, bien évidemment, d'autres villes, mais surtout des étudiants internationaux. Parce que le bien-être est important, C'est très important. C'est dans le quotidien que l'étudiant va être confronté à ce genre de problématique. Et dernier élément sur lequel j'invite plus les acteurs politiques à agir, c'est qu'il y a des initiatives dont on peut s'inspirer de marketing territorial qui visent à encourager la communauté étudiante à venir vers une ville. Si on prend l'exemple de Lyon, elle a développé un brand qui s'appelle Lyon Campus, qu'elle utilise pour attirer des étudiants du monde entier et pour venir vers cette ville. Toulouse, elle a lancé une marque qui s'appelle Toulouse Ville étudiante. Et avec ça, il arrive à attirer des étudiants, bien évidemment français, mais aussi des étudiants que C'est du branding, je dirais. branding territorial. Et tout le monde sait que attirer une communauté d'étudiantes plus forte, c'est créer tout un ensemble d'écosystèmes qui apportent de la valeur économique. Autour. Exact. Alors justement, parlons de tout cet écosystème, je dirais. Je voudrais savoir quels sont les projets à court, à moyen terme pour développer votre campus, que vous avez parlé justement de ce brand Lyon, Toulouse. Vous, comment vous voyez justement le développement de votre campus, vos équipements aussi, et comment enrichir aussi l'offre éducative? Alors, sur le campus, nous avons déjà plusieurs projets qui sont déjà lancés. Il y a un projet actuel d'un technocentre 4.0 qui est en cours de construction, dans lequel nous allons abriter un institut qui s'appelle l'Institut Jingxi, avec des partenaires chinois qui nous apporteront équipements et savoir-faire et transfert de compétences dans les domaines de la robotique nouvelle génération et dans le domaine de la technologie 5G, une technologie sur laquelle les Chinois sont bien en avance. Il y a une demande au niveau des étudiants aussi. Et il y aura une demande drivée par l'évolution du marché. Aujourd'hui, on a entendu parler du grand accord entre INUI et Maroc Télécom sur la 5G, qui a les défis de la CAN et de la Coupe du Monde, qui nécessitent des infrastructures technologiques de transmission média au rendez-vous. Et donc, c'est toujours l'évolution économique qui va driver la demande des étudiants. L'adaptation. Exactement. Les étudiants vont voir là où il y a des opportunités et vont s'orienter. Donc, ce technocentre va abriter cet institut Jingxi, en partant avec les Chinois, va abriter un centre de transfert de technologie équipé d'une plateforme industrielle de pré-commercialisation. Il y aura des laboratoires principalement dans le domaine de l'agroalimentaire et de la cosmétique, puisque ce sont des domaines développés par la région. Et dans ce centre, on travaillera avec les étudiants pour les amener non seulement à rester dans des développements ou des inventions techniques, mais à aller vers une logique un peu plus commerciale pour aller sur le marché. Et troisième pilier de ce technocentre, c'est une usine 4.0 d'immersion, où les étudiants viendront étudier les flux en génie industriel principalement et en logistique des usines de futur. C'est de la formation par apprentissage. C'est de la formation par apprentissage au sein de l'université. Pas au sein de... Exactement, université, mais c'est comme si on était dans une entreprise. Exactement. C'est aujourd'hui très difficile de mettre des étudiants dans des formations par apprentissage dans le tissu économique. Il y a des limites. Et donc,
simuler le milieu industriel au sein d'une université est quelque chose qui a été adopté dans plusieurs universités, qui a apporté ses fruits. Et donc là-dessus, on va apporter une réponse avec ce technocentre. Deuxième projet important, c'est la création de la faculté de pharmacie qui va ouvrir ses portes en septembre 2025 et une école d'architecture qui va ouvrir ses portes en septembre 2026. Très bien. En évolution, je dirais. Depuis 30 ans, c'était notre devise, continuer à faire évoluer l'offre de formation. Et on va toujours parler d'évolution du secteur. Comment vous voyez le développement justement de l'entrepreneuriat? Parce que vous avez parlé de cet apprentissage au sein de l'université, mais aussi c'est comme si on était en immersion dans une entreprise, développement, l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. Alors, de manière générale, je vais peut-être parler rapidement de l'expérience d'Universiapolis parce qu'on se considère pionnier sur la formation à l'entrepreneuriat. On a commencé depuis 30 ans et on a expertisé différents dispositifs et différentes approches. D'abord, on a agi sur des leviers d'infrastructure. On a un incubateur qui accueille chaque année plusieurs promos de 30 étudiants qui passent par plusieurs phases: sensibilisation, formation en entrepreneuriat, accompagnement, pré-incubation et incubation. Ça, c'est sur le plan infrastructure et suprastructure. Sur le plan formation, on a adopté des pédagogies qui favorisent les compétences entrepreneuriales. Et là-dessus, on ne s'improvise pas. Il y a des approches très scientifiques. Et dans l'expérience de notre université, le business plan, les expériences comme le forum FICRA, etc., ont toujours porté leurs fruits, puisque quand on va étudier les lauréats qui sortent et qui créent leur entreprise, on leur pose la question: qu'est-ce qui vous a marqué? Eh bien, ce sont ces éléments-là qui reviennent et qui étaient des leviers décisifs dans l'orientation entrepreneuriale des étudiants. Maintenant, à une échelle plus large, dans l'enseignement supérieur marocain, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord généraliser le statut de l'étudiant entrepreneur. Nous avons adopté ici à Universiapolis depuis plusieurs années. Et ce statut de l'étudiant entrepreneur permet à ces étudiants qui ont la fibre entrepreneuriale, qui ont l'esprit de l'entreprise, de disposer d'espace et de temps libre et d'expertise d'accompagnement pour faire évoluer leur projet et que ces évolutions-là, ces activités-là soient créditées dans leur programme. Parce que très souvent, un étudiant, il a le défi de réussir son diplôme. Et donc, il va rester toujours focalisé sur ses apprentissages et la réussite de ses examens. Donc, voilà, et les notes. Et donc, quand on arrive à le soulager en disant: OK, tu veux t'orienter vers l'entrepreneuriat, vas-y, développe, et tout ce que tu fais là peut t'apporter des crédits qui valideront des enseignements. Ça, c'est le statut de l'étudiant entrepreneur. Nous le pratiquons depuis un certain nombre d'années et nous l'avons renforcé avec le lancement d'un incubateur qui, comme j'ai dit, accueille et donne les conditions favorables pour le développement. Le deuxième levier important dans l'enseignement supérieur de manière générale, c'est l'ancrage écosystème. Une université ne peut pas former les entrepreneurs tout seul. Le concept d'université entrepreneuriale qui est apparu à la fin des années 90 dans certaines universités américaines, notamment MIT et Stanford, a été orienté vers la production d'une connaissance valorisable dans le monde de l'industrie et dans le monde de l'entreprise. Et donc, on a une vision claire. On veut que tout ce qu'on fait en termes de recherche scientifique, en termes de formation, transfert de compétences, qui soit mobilisable comme produit, comme service, comme innovation. C'est la validation des acquis à peu près. Qui apporte de la valeur sur un marché. C'est encore plus loin. Il faut que ça fasse ses preuves sur le marché pour que ça booste l'économie. Et donc, le concept d'université entrepreneuriale ne peut pas réussir au Maroc si on est déconnecté d'un écosystème qui nous montre où est-ce qu'il faut aller et sur quoi il faut agir. Dernière question, quel message aimeriez-vous adresser, je dirais, aux jeunes qui hésitent encore à poursuivre leurs études supérieures dans la région? Vous savez, le premier slogan de la première entité de notre université était étudié au Canada, tout près à Agadir. Et ce n'était pas un slogan anodin, c'était un slogan qui reflétait l'ambition du fondateur de l'université à l'époque, qui voulait que les étudiants qui viennent dans notre région, dans notre ville, Agadir et dans notre université, qui soient dans un environnement qui n'a rien à envier
à ce qu'on voit dans les universités canadiennes à l'époque, que c'est des universités qui attiraient beaucoup d'étudiants. Alors moi, je continue à dire, venez étudier chez nous parce que vous allez trouver les conditions d'épanouissement d'abord personnel, parce qu'un étudiant ne vient pas dans une université que pour étudier, mais pour vivre aussi. Il y a de l'épanouissement, il y a une vie étudiante et dynamique, une vie étudiante enrichissante sur le plan personnel. Et Dieu sait combien ces qualités personnelles ont un impact très important dans les métiers qu'on exerce dans l'avenir. Et également une université qui vous donne une infrastructure et des moyens humains capables de vous transformer et de réussir vos défis d'avenir. Merci beaucoup, Dr Elias Mejdoulin, vice-président des affaires académiques au sein d'Universia Police. Merci pour ce débat, je dirais, enrichissant. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi vous aujourd'hui à Universia Police. Merci pour cet échange, je dirais. Il est clair que l'enseignement supérieur joue un rôle fondamental dans la transformation des territoires et que les établissements comme Universia Police contribuent activement à faire émerger les talents de demain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Face à l'expert. D'ici là, restons curieux, engagés et tournés vers l'avenir. Face à l'expert avec Universia Police.